Salut à tous, c'est Baptiste et que dire de ce Milan-San Remo qui vient de se terminer. Franchement, c'est complètement fou. On sait que Milan-San Remo, c'est toujours une course folle. Bah là, cette année, c'est encore plus fou que les années d'avant. Si vous n'avez pas vu le résultat, ne vous faites pas spoiler, mettez-vous dans une grotte. Allez regarder ça en replay, mais qu'est-ce qu'il vient de se passer, sérieusement? Je sais pas ce que je viens d'assister, c'est peut-être plus grande course du 20e siècle, 21e siècle. Bon, évidemment, j'abuse un petit peu sur le coup de l'émotion, mais waouh! Pogačar qui s'impose et qui gagne donc son premier Milan-San Remo, son 11e monument si je dis pas de bêtises, après avoir gagné 5 fois le Tour de Lombardie, 3 fois Liège-Bastogne-Liège et puis 2 fois le Tour des Flandres. Complètement fou. Scénario de dingue. On avait dit en intro pour ce Milan-San Remo que Pogačar était presque favori, un peu moins que Mathieu Van Der Poel. On avait eu quelques doutes sur la condition physique de Mathieu Van Der Poel, qui était pas super sur Tirreno Adriatico. On savait pas trop quelle était celle de Pogačar parce qu'on l'avait pas vu tourner depuis Milan, depuis les Strade Bianche, pardon. On n'était pas trop certain de la tactique UAE. On avait peur que son équipe soit pas suffisamment bonne. On s'était dit, il faut absolument que l'équipe UAE place dans un très bon fauteuil Pogačar au pied de la Cipressa, qui fasse un rythme d'enfer, que Pogačar attaque. Bah, tout ça, ça a été balayé par des événements. Le premier, c'était la chute de Jan Christen, mais finalement, c'est complètement anecdotique au vu du final. Et ensuite, c'est la chute de Pogačar. Pogačar qui, me semble-t-il, tombe lui-même tout seul juste avant la Cipressa. J'ai pas les timings exacts, mais ça doit être 5 ou 6 kilomètres avant la Cipressa. On voit tout son flanc gauche qui est complètement râpé. Avant de remonter sur son vélo, il me semble qu'il tape sur son guidon. On se dit, il doit changer de vélo. Il a 30 secondes de retard sur le peloton. Après ça, il va s'emmener dans un effort monumental qui va lui coûter la victoire. Franchement, à ce moment-là, pour être honnête, j'envoie un message à mon meilleur pote Alexandre et je lui dis c'est fini pour ceux qui sont tombés. Et donc je dis c'est fini pour Pogacar. Et ben non. Et c'est quand il a le plus d'adversité que Pogacar est allé chercher ce monument. C'est complètement fou. Euh, J'avoue que je suis plutôt souvent un hater de Pogacar parce que j'aime pas les gars qui écrasent toutes les courses. J'aime bien le suspense, mais là, franchement, que dire? Franchement, chapeau à Tadej Pogacar pour cette course. C'était complètement lunaire, complètement monumental, mais juste un énorme bravo à Pogacar. Donc Pogacar qui tombe, qui se fait ramener par ses équipiers. On voit aussi que Van Der Poel a été gêné dans la chute, on sait pas trop comment. Van Der Poel qui lui arrive dans le peloton et je sais pas, 1 kilomètre avant la Cipressa, qui est immédiatement replacé, qui est parfaitement donc dans les premières positions pour le début de la Cipressa, et Van Der Poel, lui, n'avait qu'à attendre finalement, tandis que Pogacar, lui, est arrivé dans le peloton à tout début de la Cipressa, on va dire qu'il a dû tout remonter, bien aidé par un équipier, je sais plus qui c'était, et ensuite il arrive avec, bah, je crois que c'était McNulty. McNulty, travail formidable. L'ascension de la Cipressa par McNulty, c'était complètement fou. À ce moment-là, il retrouve Isaac Del Toro, Isaac Del Toro qui lui, bon, avait esquivé la chute, donc était plutôt en bonne position. Énorme travail de McNulty, suivi d'un gros relais de d'Isaac Del Toro. Mais encore, je trouve que on aurait pu attendre plus de lui. Et ensuite, l'attaque de Pogacar, complètement lunaire. Le mec qui était dans le peloton, à l'arrière du peloton 2 kilomètres avant. Il remonte tout le peloton, il attaque alors qu'il a un vélo, on sait pas trop dans quel état, un flanc gauche complètement éraflé. Et bah, il lâche quasiment tout le monde, à l'exception de Tom Pidcock et de Mathieu Van Der Poel. Là, on se dit, bon, bah, Van Der Poel, on s'y attendait, même si on se doute qu'il a dû faire un effort après la chute, on ne sait pas exactement quelle était sa nature, mais on s'attendait à ce qu'il suive Pogacar, peut-être même dans les meilleures conditions. Donc là, effectivement, dans ces conditions-là qui sont un peu dégradées pour Pogacar, on se dit, c'est normal, il suit. Puis il y a Tom Pidcock. Tom Pidcock, je m'excuse parce que dans la preview, je l'ai un peu diminué. Je me suis dit, ouais, Pidcock, il a peut-être pas non plus la caisse pour aller suivre Pogacar et puis Van Der Poel dans le Poggio et puis la Cipressa. Et finalement, si. Euh, et en plus, il les a relayés, Tom Pidcock, même si évidemment il a un peu moins roulé que Pogacar. Il a fait une course de champion et il a failli gagner Milan-San Remo puisque ça s'est joué à une demi-roue au sprint avec Pogacar. Donc c'était super course de Tom Pidcock. Et donc, les trois arrivent au sommet de la Cipressa. Derrière, il y a un peloton qui est bien groupé. Ils perdent du temps sur le plat. Ils gagnent du temps dans la descente, tout d'abord parce qu'ils ont fait une super descente, un peu dangereuse même. Mais bon, bref, ils arrivent avec 35 secondes d'avance sur le peloton. Et puis ensuite, dans le peloton, ça se regroupe, ça roule. Du Little Trek pour Mats Pedersen, complètement fou, hein. Quatrième de ce Milan-San Remo. Le gars ne devait pas participer, il devait revenir au Tour des Flandres. Après sa double fracture, je crois que c'est poignet
et clavicule, un truc comme ça, en tout début de saison. Franchement, course lunaire de Pedersen aussi quand même, il faut le préciser. Déjà, c'est pas le profil qui lui convient le mieux, mais en plus dans ces conditions-là, avec sa blessure, récente, c'est complètement fou de le voir, à ce niveau-là. Et donc il se fait bien aider par ses coéquipiers. On a vu Vacek, on a vu, je crois, beaucoup de Ciccone, peut-être aussi Bajoli. Krag Andersen n'était pas là parce qu'il est tombé aussi sur la chute de Pogačar. Mais énorme niveau aussi pour Mats Pedersen qui augure de très bonnes choses pour la suite des campagnes des classiques. Et donc ça roule à mort derrière les trois hommes de tête et on revient en fait à 10 secondes, même pas 10 secondes des hommes de tête, il me semble, au pied du Poggio. Poggio ou Pogacar attaque et puis Van Der Poel, on sentait qu'il était pas très bien quand même. On voyait qu'il prenait ses relais, mais on sentait qu'il était pas au top du top. Et Van Der Poel qui lâche dès le début du Poggio, qui se maintient un peu en se disant si jamais ça se regarde devant, je vais pouvoir revenir. Finalement, ça n'a jamais été le cas. Et Pogacar qui réattaque une deuxième fois. On, on sent vraiment que Pidcock est à la rupture, mais Pidcock s'accroche. Et Pidcock le relais dans la descente. Et là, on se dit, ah ouais, le peloton qui bascule à 15-20 secondes en haut du Poggio. Il y a beaucoup de coureurs à ce moment-là. Je pense qu'ils sont à 30 ou 40 dans le Poggio, au sommet du Poggio, pardon. Donc c'était quand même un gros peloton avec des sprinteurs, en fait, hein, des Tobias Lund Andresen, des Mats Pedersen, etc. On a vu Matteo Trentin aussi, Alexa Rambourou, ce genre de mec. Et à noter que ils ont tous fait une performance de fou, parce que je crois qu'ils ont battu le record du Poggio, ils ont battu le record de la Cipressa aussi. Alors, Pogacar, il s'est tapé une poursuite des enfers avant la Cipressa, et il a réussi à battre son record quand même dans la Cipressa à ce moment-là. Donc, franchement, les jambes qu'il avait aujourd'hui, Pogacar, c'était complètement stratosphérique. Et donc, ils battent le record dans le Poggio. Ils prennent une descente vraiment parfaite. Il n'y a rien à dire là dans cette descente du Poggio. Surtout Pogacar, un peu aussi Pidcock. Et puis ensuite, il reste 2-3 kilomètres en bas. Ça se regarde un peu, mais on sent qu'ils vont quand même jouer la victoire à deux parce que je pense que Pidcock, il aura pas 50 occasions d'aller chercher Milan-San Remo, donc il roule. Et puis Pidcock, c'est aussi quelqu'un qui a un mental de champion, donc évidemment, il allait pas ratonner derrière Pogacar. Et bah Pogacar, lui, bah forcément, il veut gagner cette course depuis très longtemps, il s'y est préparé. Évidemment qu'il roule pour emmener Pidcock au sprint, donc sur la Via Roma. Et les deux ont bien collaboré, ils se sont un peu regardés. Derrière, il y a Van Aert qui sort. Moi, j'étais un peu, je me disais, je sais pas trop dans quelle position je dois être parce que j'ai pas envie qu'un sprinter gagne Milan-San Remo, qu'on soit clair. J'ai pas envie que Pogacar écrase toutes les courses de l'année, mais là, il est en train de faire un numéro de fou. Et il y a Christophe Laporte dans le groupe derrière. On se dit, il y a peut-être d'autres sprinters, Paul Magnier, je sais pas trop. Donc, un petit bilan un peu mitigé. On se dit, je sais pas trop qui veut gagner, mais j'ai quand même compris à ce moment-là, donc à 2-3 km de l'arrivée, que j'avais envie que Pogacar gagne. Et ça, franchement, c'était pas donné. Euh, je vous ai dit beaucoup de fois, moi, Pogacar, je suis pas particulièrement fan parce qu'il est très fort, il a pas forcément de tactique, parce qu'il est trop fort, tout simplement. Et là, il a montré que c'était un champion hors catégorie, hein, tout simplement. La course qu'il a fait, il s'est pas démobilisé, il a bien été remonté par ses coéquipiers. Il fait le record de la Cipressa, le record du Poggio, en ayant chuté juste avant, en ayant fait des efforts de fou avant la Cipressa, en ayant le côté gauche complètement éraflé. Et il va s'imposer au sprint sur la Via Roma devant Pidcock. Et il va chercher enfin ce quatrième monument qui lui manquait tant, qu'il arrivait pas à gagner sur ces 3-4 dernières années, dont il avait fait un des gros objectifs de la saison. Et donc il s'impose au sprint devant Pidcock. Je pense qu'il aurait préféré en solitaire, mais c'est peut-être une des plus belles victoires de la carrière de Pogacar, peut-être même la plus belle. Et franchement, je pense qu'il en sera absolument fier. C'est marrant parce que ça fait un petit peu penser en termes de scénario à ce qui s'était passé sur les Strade Bianche l'an dernier, où il y avait eu ce duo avec Pidcock, il y avait eu la chute, et puis finalement il gagne quand même, toujours dans ce costume de champion du monde. Et bah là, c'est encore plus phénoménal. Donc tout simplement, bravo Tadej Pogacar pour cette victoire. Euh, L'an dernier, j'étais complètement en asphyxie dans le final, parce qu'il y avait ce duel entre Pogacar et puis Van Der Poel. Les deux avec leur maillot, alors le liseré de champion du monde, et puis Philippe Ogana qui s'était intercalé entre deux. Bah, cette année, c'était aussi complètement irrespirable. À partir de la chute, c'était irrespirable. On se dit, est-ce que Pogacar va revenir? Comment il va se comporter dans la Cipressa? Moi, je me disais aussi, qu'est-ce qui va se passer dans la Cipressa? Parce que le plan dans la Cipressa, il était bien connu de tous. C'était UAE, mais le feu aux trousses. Et puis, qui essaye de suivre, enfin, essaye de suivre qui peut. Tandis que là, bah, qu'est-ce qui allait se passer dans la Cipressa? Il n'y avait plus l'équipe de Mathieu Van Der Poel, il n'y avait plus l'équipe de Pogacar, donc
Bah, c'était plutôt de l'attentisme et non, finalement, Pogačar remonte dans le premier tiers, fait rouler McNulty dans le deuxième tiers avec un peu Isaac Del Toro, puis attaque dans le troisième et va chercher la plus belle victoire de sa carrière. Je pense on peut presque dire ça, clairement. Parce que c'est là où il est cherché dans la plus grande adversité. Et donc, tout simplement, bravo Tadej Pogacar. J'ai pas encore les résultats totalement officiels parce que j'enregistre juste à la fin. A priori, Van Aert fait 3, donc Van Aert qui est sorti dans le final quand tout le monde se regardait un petit peu. Van Aert, il a senti à ce moment-là très clairement que si ça se regardait un peu trop derrière, il n'y avait aucune chance de remonter sur devant. Il l'a bien fait et en plus il arrive à garder une troisième place. Donc pareil Van Aert, moi j'en attendais pas grand-chose sur cette course-là. Van Aert qui était tombé dans la chute de Pogacar aussi, il faut le noter. Et Van Aert qui avait pris encore plus de temps que Pogacar, donc très très grosse performance de Wout, qui est aussi de bon augure pour la suite des campagnes des classiques, parce que je pense qu'en termes de temps d'ascension, dans la Cipressa El Poggio, il doit pas être très loin de Pogacar. Parce que la Cipressa, il l'a abordé bien derrière Pogacar et finalement il finit à 4 secondes de celui-là sur la Via Roma, donc c'est assez fou. Et ensuite, on a le sprint du peloton, Mats Pedersen, a priori, qui fait 4, Corbin Strong 5, Andrea Vendrame 6e. Ça, et c'était vraiment une grosse cote. Stuyven 7, Van Der Poel 8, Trentin 9 et Zambanini 10. Pas de Français dans le top 10. Ça, c'est un peu dommage. Les Français qui sont globalement passés un peu au travers, même si on a vu que la porte était très fort. Encore une fois, j'en reviens aux classiques. Ça sera une bonne nouvelle pour la suite des classiques d'avoir Laporte dans cet état de forme-là. Alaphilippe a lâché, mais on s'y attendait. Par contre, Romain Grégoire, on en attendait peut-être un peu mieux du Rome Grex. Et puis finalement, bah, il n'a pas été capable de suivre. Je pense qu'il était à la rupture un peu dans toute la Cipressa. Après, c'est à peu près conforme à ce que j'ai eu l'impression qu'il était dans les Strade Bianche où on sentait qu'il avait une bonne caisse, mais qu'il n'était pas capable de suivre sur les accélérations des plus forts. Finalement, il fait un meilleur résultat au Strade Bianche que ce qu'il avait jamais fait. Mais je sentais qu'il y avait un truc où, en termes de punch, il n'était pas à son prime, le Romain Grégoire. Et donc bah, là, ça s'est un peu senti dans la Cipressa El Poggio où il n'a pas été aussi bon que l'an dernier. Et pareil pour Philippe Ogana, hein. Philippe Ogana, grosse déception. Lui qu'on attendait aussi pour jouer la victoire sur ce Milan-San Remo. Et qui finalement, bah, j'ai les résultats quasiment complets. Ghana qui fait hors du top 30, tout simplement. Donc, grosse déception pour lui. À noter côté français, donc le premier c'est Christophe Laporte qui fait 16, Paul Lapéra 17, Romain Grégoire 18, Bastien Tronchon 21, Brian Cocard 22. Donc ils étaient tous ces gars-là dans le groupe qui s'est joué la troisième place, enfin la quatrième plus que la troisième. Clément Bras Afonso, apparemment qui était aussi là. Ça montre quand même que ce groupe n'était pas très engagé. Enfin, s'il y a des mecs comme Clément Bras Afonso, Brian Cocard, Georg Zimmermann, Guillermo Silva, qui sont là, c'est que bon, c'est pas monté très vite finalement hein, dans ce Poggio dans le deuxième groupe. Ou alors en tout cas les niveaux étaient à peu près homogènes. Et je me demande ce qui serait passé s'il n'y avait pas deux coureurs devant, trois coureurs devant, parce qu'il y avait encore Van Der Poel à ce moment-là. Est-ce qu'il y aurait eu des attaques? Mais finalement ça roulait vraiment groupé. Et bah, je suis quand même soulagé que ce soit les gars devant qui aient gagné et pas le peloton. Parce que ça aurait été dommage de voir. Enfin, Mats Pedersen, ça aurait été une très belle histoire. Mais bon, Corbin Strong, Van Brame qui gagne au sprint, Matteo Trentin, Bergmus, Tønnesen, ça aurait été un peu dommage pour ce monument-là. À noter quand même une belle course aussi de Tobias Lund Andresen côté Decathlon CMAG CGM. Bon, il profite aussi de la chute de Pogacar et des meilleurs, hein, bien entendu, mais il est dans le groupe il a jamais été lâché des groupes, je crois. Il finit dans le groupe qui se joue la troisième place, même s'il est seulement 13e. Mais franchement, grosse course de sa part. C'était assez impressionnant. Et ouais, donc Ghana, grosse déception aussi, clairement. Et puis Isaac Del Toro, on l'a pas trop vu. Bon, est-ce qu'il avait vraiment un rôle à jouer dans cette configuration-là? Je suis pas sûr, mais j'ai pas l'impression qu'il était non plus aérien. Ça confirme un peu ce qu'on voyait sur les dernières courses. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit débrief assez rapide, à chaud, sur cette victoire de Pogacar. Je pense la plus belle victoire de sa carrière. Et maintenant, il a quasiment fait le plus dur, hein. Il reste à aller chercher Paris-Roubaix, bien évidemment. Mais vu comment il gagne ce Milan sans Remo, et bah, surtout vu la forme de Van Der Poel pour l'instant, Paris-Roubaix c'est dans longtemps, il y a encore 3 semaines, mais franchement, Pogacar sera le favori, il me semble, hein. Vu la forme qu'il a affichée ici, on sait qu'il s'est entraîné beaucoup pour Milan-San Remo, il s'est entraîné beaucoup sur Paris-Roubaix sur les secteurs pavés. Il a peut-être un peu changé de profil. Bon, il est toujours aussi injouable, hein, bien entendu,
En même temps, quand tu es le coureur le plus fort du monde, c'est possible, mais peut-être qu'il a un peu changé de profil, qu'il a pris plus de puissance. Il n'y a pas de difficulté sur Paris-Roubaix en termes d'ascension, donc il faudra réussir à lâcher Van Der Poel ou un autre à un moment différent. Et je dis un autre parce que la forme de Mathieu Van Der Poel, qui est pas aussi bonne qu'espéré, ça ouvre aussi quelques portes pour la suite de la saison. Et moi, je me dis que là, les classiques flandriennes où il y aura pas Pogačar, parce qu'il y en aura quelques-unes, avec un Van Der Poel qui est moins fort que l'an dernier, parce que je pense que c'est le cas, même s'il reste quand même très fort, hein. Il y a que lui qui arrive à suivre l'attaque de Pogačar avec Pidcock dans la Cipressa. On s'entende bien. Il reste très fort, mais pas aussi injouable que ce qu'on pensait. Un Van Aert qui fait une super course, un Pedersen qui fait une super course, et bah peut-être qu'on va avoir de la belle baston sur les classiques flandriennes. Et là, je pense que par contre, c'est l'année ou jamais pour Pogačar pour aller chercher les 5 monuments. Et franchement, vu ce qu'on a vu ici, le Tour des Flandres qui est dans 2 semaines, bah je vois pas comment il pourrait lui échapper. Liège-Bastogne-Liège, et puis le Tour de Lombardie, à moins d'un Remco Evenepoel en forme stratosphérique, ce qui n'était pas le cas sur le début de saison, ou, je vais réussir à le mentionner, un Paul Sexas qui fait une éclosion de fou d'ici la fin d'année, il sera archi favori sur ces deux courses-là, donc il restera vraiment Paris-Roubaix où ça sera un peu indécis. Et donc peut-être que Pogačar va aller chercher les 5 monuments cette année. Franchement, c'est vraiment possible. Vu la classe de champion qu'il a prouvé aujourd'hui, qu'il avait aujourd'hui, bah, c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager. Alors, bien sûr, à ce moment-là, je serais moins content. Là, je suis content pour Pogačar parce qu'il gagne Milan-San Remo en ayant de l'adversité, en allant affronter le destin, même si c'est lui qui tombe, j'ai l'impression, sur la chute, donc c'est un peu de sa faute. S'il écrase tous les autres monuments, là, on va dire rompiche, et on sera bien dégoûté que Pogačar écrase tous les monuments. Mais là, en tout cas, sur ce Milan-San Remo, c'était juste une course exceptionnelle. Donc, je vais pas le dire souvent dans ce podcast. Bravo Tadej, euh, t'as envoyé du lourd et t'as fait rêver pas mal de gens sur cette course-ci, je pense. Voilà. Suite du programme, bah écoutez, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, c'est déjà l'E3 et Grand Wevelgem. Donc deux courses assez exceptionnelles aussi. Il y aura le Tour des Flandres, à travers la Flandre, etc. Paris-Roubaix, bref. C'est la meilleure période de l'année, ça commence très bien. La course n'est pas forcément de très bon augure pour la suite des classiques, même si on voit qu'il y a peut-être un niveau un peu plus homogène qu'attendu entre Van Der Poel, Van Aert, Pedersen. La force de Pogačar là, elle fait vraiment très peur. Donc j'espère qu'il va pas écraser tout le reste des courses, mais en tout cas aujourd'hui c'était super sympa à suivre. Bref, débrief à chaud, c'était un peu n'importe quoi. J'espère que vous avez apprécié quand même, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!